géopolitique, les forces patriotiques unies vient par ma voix faire une petite mise au point par rapport à l'état de siège dans lequel se trouve la province du Nord Kivu, mais aussi la province de l'Ituri en République démocratique du Congo. État de siège proclamé par le président de la République. Et je viens ici afin de répondre, recadrer, situer dans le contexte l'état dans lequel se trouve notre pays, notamment le Grand Kivu et la province orientale, depuis plus de 2 décennies. Parce qu'il y a des observateurs qui affirmaient que déjà les animateurs qui sont là viennent des anciennes rébellions soutenues par le Rwanda, notamment le RCD, et que donc ces opérations s'annoncent un échec au départ. D'autres estiment que le président de la République mène ces opérations avec les troupes rwandaises et que donc il ferme ces 2 provinces afin de tenter de mettre un terme aux groupes armés qui écument le Kivu. D'autres personnes estiment que le cadre juridique n'indiquait pas que le président avait d'autres moyens pour le faire et que donc il n'aurait pas dû passer directement au chapitre le plus dur qu'on appelle l'état de siège. J'aimerais, sans entrer dans les débats d'école, situer la définition, même le contexte d'un état de siège, état d'exception ou état d'urgence. Je pourrais même aller plus loin pour parler de l'état dans lequel il y a la loi martiale. Alors, il faut situer la RDC comme étant une zone rouge depuis le génocide du Rwanda. Et que donc nous nous trouvons dans une situation où on a exporté les méthodes génocidaires dans notre pays, les méthodes de massacre dans notre pays. Et que donc, par définition, l'état de siège, l'état d'exception, l'état d'urgence vient quand une partie du territoire d'un pays où l'ensemble du pays est menacé et pourra entrer en péril. Le contexte de la RDC dans la partie orientale l'indique fort bien, que nos populations sont décimées depuis plus de 2 décennies, on les tue par les méthodes les plus barbares du 19e, 20e et 21e siècle. Ça, c'est un premier élément. Et que donc, de ce fait, le président de la République a pris la décision, de mon point de vue et du point de vue de mon parti, une décision qui s'impose. Un deuxième élément, c'est que je ne comprends pas, à un moment donné, le cadre juridique, le président l'a dit dans son adresse à la nation, qu'il a contacté, il était en contact, il a échangé avec le président de l'Assemblée nationale et du Sénat sur cette question, et que donc les 2 chambres, comme le recommande la Constitution, ont été consultées, et c'est avec cet aval, l'aval de ces 2 chambres, que le président va en guerre contre ce groupe d'armes. Mais je reviens à un sens patriotique de l'élément tel que les opposants et même d'autres observateurs sont en train d'émettre le point de vue, notamment de critique. Ici, tout le monde est libre de critiquer. Mais l'élément patriotique, c'est quoi? Nous avons vu en France, ici en Belgique ou ailleurs, lorsqu'arrive un drame de cette nature-là, j'ai vu lorsque Bataclan était attaqué, que Hypercacher comme Charlie Hebdo était attaqué, il y a une solidarité nationale. Le président François Hollande, aux côtés du président, l'ancien président Nicolas Sarkozy, des anciens chefs d'État, nous avons vu même des opposants, Madame Marie Le Pen, d'autres opposants farouches à François Hollande, ont mis de côté leurs divergences pour dire ici, l'État et la nation, notre vivre ensemble est en péril. À un moment donné, les opposants, vous devez, et même vous, les analystes géopolitiques, géostratégiques, vous devez avoir les sens patriotiques pour voir un contexte dans lequel se trouvent nos compatriotes, nos enfants. Je vous ai fait une carte mentale la fois passée en Ituri, un petit enfant de 8 ans, de 8 à 10 ans, qui a porté son jeune frère ou sa jeune sœur sur le dos vers une destination inconnue parce qu'ils ont assisté au massacre de leurs parents. Ces enfants-là, les 2, vulnérables. Et l'enfant qui a 8 ans devient le parent, mère, père de son propre petit frère qui a 2-3 ans. C'est cela. Nous avons vu une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux d'un enfant dont la maman a été tout simplement assassinée, mais le bébé continuait à prendre son lait de tété parce que pour lui, maman, il fait dodo, maman, il dort, elle va se réveiller. C'est dans cette situation que se trouvent nos compatriotes. Nous avons plus de 4 millions de déplacés. Le président Tshisekedi prend le pouvoir et trouve sur sa table, que ce soit les rapports des Nations Unies, ceux du ministère de l'Intérieur comme de la Défense, plus de 150 groupes armés. Je peux parler précisément des 151 groupes armés. Parce qu'on parlait aussi des Camerounais Sapu, et on voulait même assimiler Mwandansem à l'époque à un groupe armé, parce qu'ils utilisaient des armes non conventionnelles.
Voilà les contextes dans lesquels se trouve la RDC quand Tshisekedi prend le pouvoir. Un autre élément, ne l'oubliez pas, les méthodes que nous voyons dans les Kivu ressemblent à la fois au génocide qui s'est passé, je l'ai rappelé tantôt, au Rwanda, mais également la présence, il faut le dire, de certains groupes terroristes parce que il faut vous faire signaler ici que nous ne contrôlons pas nos frontières et que entre 40 et 60 millions d'Africains sont en train de descendre. Ça, c'est des immigrés climatiques parce que l'avancée du Sahara continue. Et ces populations arrivent, et ces populations viennent de milieux radicaux islamistes, des Agadez, les couloirs des Touaregs, ceux qui viennent de la Libye, les Moudjahou, Boko Haram, AQMI, etc. Et que ces gens se trouvent en Centrafrique, au Tchad, au Soudan, pays frontaliers de la RDC. Et ces gens, vous les appelez Mbororo aujourd'hui, mais ces gens sont effectivement, au sein de ces gens, se trouvent des milliers de gens que nous ne savons pas contrôler, qui sont des milieux islamistes. Et que donc, par rapport, d'ailleurs, il faut remonter plus loin, l'objet pour lequel la guerre a été faite en RDC, lorsque les trois pays, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, ont envahi le pays, et que donc, depuis lors, nous avons procédé à des processus d'intégration. Vous vous rappelez, je fais un petit rappel contextuel. Laurent Désiré Kabila n'avait pas d'armée. Laurent Désiré Kabila a pris totalement l'armée monoethnique du Rwanda, Paul Kagame, avec quelques éléments qui sont venus de l'Ouganda pour envahir le Congo. Lorsqu'ils ont envahi le Congo, la guerre terminée, Laurent Désiré Kabila avait essentiellement l'armée rwandaise comme armée congolaise. Ils ont porté juste la tenue de l'armée nationale. Lorsqu'ils ne s'étaient pas attendus par rapport à leurs alliances, il les a congédiés et ils ont formé le RCD pour attaquer à nouveau le pays. Et une fois de plus, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi ont contre-attaqué. Parce que pour eux, il fallait contrôler les minéraux du Kivu. Nous avons procédé à différents processus d'intégration, de brassage, de mixage des armées. Mais l'armée congolaise est une armée fragile depuis l'époque parce que nous n'avons pas su contrôler les départs de toutes les unités qui sont venues de trois pays voisins. Et à son sein, nous avons jusqu'à présent, et c'est là où se justifie un petit peu la crainte des uns, nous avons jusqu'à présent des gens qui répondent, qui sont en réalité de l'armée rwandaise, de l'armée ougandaise ou de l'armée burundaise au sein de l'armée nationale. Et ces gens, en complicité avec des officiers congolais, sont en train de s'en donner à l'exploitation illégale et illicite de minerais. Et que donc, cette situation écume le Kivu. Les groupes armés n'ont pas de revendications nationales. Ces groupes armés n'ont pas la tendance de vouloir prendre une province pour aller chasser le pouvoir qui est à Kinshasa. C'est des groupes d'écraseurs. Et là, je pose la question aux spécialistes, analystes qui disent que Tshisekedi est en train de mener les opérations avec l'armée rwandaise. Si nous partons par votre assertion, que le Rwanda se trouve, les armées rwandaises se trouvent au sein des unités qui mènent les opérations dans les Kivu. La première question. La stabilité du Rwanda, vous savez que le Rwanda devient pays exportateur de l'or et du coltan par les groupes armés qu'il est en train de financer, d'organiser dans les Kivu. En d'autres termes, vous voulez dire aujourd'hui que le président Kagame mène les opérations avec Tshisekedi pour mettre fin aux groupes armés qui ravitaillent, qui font la contrebande au gouvernement, au système politique rwandais. En d'autres termes, si aujourd'hui, il y a fin de groupes armés dans les Kivu, ne savez-vous pas que le Rwanda sera en faillite? Parce qu'il n'y aura plus cette contrebande, il n'y aura plus ces groupes armés qui sont en réalité des créateurs, qui ravitaillent le Rwanda, qui ravitaillent le Burundi, qui ravitaillent les milieux ougandais en minerais. C'est cela la question. Et que pour la première fois, un président civil, le président Tshisekedi, prend une mesure qui ne s'était jamais prise depuis plus de 25 ans, même de 30 ans. Je me rappelle l'état d'exception, c'était lorsque le Sankourou a connu des affrontements aux années 63. Le président de l'époque, Kasavubu, après, avait pris une décision d'un état d'exception. Mais depuis lors, c'est une décision courageuse que le président Tshisekedi vient de prendre. Ce qu'il faut dire ici d'ailleurs, c'est de l'encourager pour étendre cette situation jusque dans le sud Kivu. Parce que le lac Tanganyika, je l'ai dit dans plusieurs de mes analyses, nous ne contrôlons pas parfaitement la frontière, surtout les embarcations qui viennent de la Tanzanie, la frontière au niveau du lac Tanganyika. Nous ne contrôlons pas et que le président doit ouvrir les yeux là-dessus.
Et que donc, c'est une mesure prise par le président que nous devons, à un moment donné, mettre de côté nos divergences afin de dire, tiens, ici, il s'agit de la survie de notre État en tant que nation et en tant que peuple. Et que donc, nous devons soutenir le président de la République. Un dernier élément qu'il faut dire, au lieu de verser dans les critiques qui sont acerbes parfois, c'est d'encourager la mobilisation des recettes pour qu'il y ait une véritable prise en charge de nos militaires. Qu'il y ait le contrôle. Oui, ces militaires-là, les gouverneurs de l'Ituri, comme celui du Nord Kivu, ont été hier dans la rébellion RCD Goma pro-rwandaise. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, si nous comptons même ceux qui sont dans ce gouvernement-là, il y en a qui ont travaillé avec Joseph Kabila, il y en a qui ont des acquaintances peut-être avec le Rwanda, etc. De par leur proximité, nous sommes un pays frontalier au Rwanda, etc. De mon point de vue, je crois que c'est au résultat que nous devons attendre de ces gens. Et nous devons ouvrir l'œil, être très sévères, à la fois face à ces gouvernements, mais également aux nouveaux nominés, pour que nous puissions avoir les résultats escomptés. En ce qui concerne les forces patriotiques unies qui sont membres de l'Union sacrée, nous surveillons la situation de près, nous soutenons l'armée, nous soutenons la décision du président de la République, et nous appelons à un sursaut d'orgueil patriotique, afin que nous puissions venir à bout des groupes armés qui servent la stabilité économique des pays étrangers sur le sang des compatriotes congolais. Nous ne refusons pas que les pays voisins, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, comme beaucoup d'autres nations qui veulent investir en RDC, qui veulent venir en RDC, nous leur demandons de passer par les canaux légaux des institutions légales de la RDC, qui est passé par la contrebande, fragilisant, se servant de leurs pions au sein de notre armée pour fragiliser notre armée et continuer à déstabiliser les Kivu. Je comprends que nous sommes dans la deuxième phase. Nous sommes de plein pied dans la deuxième guerre froide. Il y a la transition énergétique quant aux minerais qui rentrent dans la stratégie de la nouvelle technologie. Mais le contexte aujourd'hui n'est pas à céder face à ces pays belliqueux qui déstabilisent les Kivu. J'en appelle à un sursaut d'orgueil national et à la mobilisation nationale afin de soutenir le président de la République, le gouvernement, mais aussi nos vaillants militaires qui, d'ailleurs, ils laissent leur vie au front sans une situation sociale qui suit leur famille. C'est de ça qu'il faut travailler, que nous puissions lancer des opérations d'$1 pour nos militaires, pour que nous puissions les encourager au front. Mesdames, Messieurs, merci de m'avoir suivi.